Bonjour. Voilà. On est content de vous retrouver pour ce webinaire, hein, un webinaire consacré à la loi travail et donc à toutes les conséquences que ça a sur les entreprises et sur les services de santé. On va vraiment être sur la spécificité des services de santé au travail. Donc, je suis Jean-Robert Stedman. Je suis accompagné par Charlotte Millibaud, médecin du travail. Jacqueline Gronjon va se joindre à nous au cours de la réunion, hein, qui est assistante en prévention, pour qu'on soit un maximum en possibilité de vous donner des informations et des éléments sur cette loi travail. Voilà. Alors, tout de suite, vous donner quelques éléments de repère. On mettra les documents sur notre chaîne YouTube, donc vous pourrez retrouver toute l'information, tout ce webinaire sur la chaîne YouTube si vous voulez reprendre certaines parties ou les réécouter. Sur le fil Twitter de notre association, vous aurez aussi en permanence des éléments autour de la loi travail, l'actualité, puisque vous allez voir que ça reste encore très évolutif, et donc il faut que vous puissiez rester connectés pour suivre les évolutions. Et puis un point de repère important pour vous tous, c'est le portail adhérent, qui est vraiment un de nos points de contact. Alors vous voyez la date du webinaire adhérent qui apparaît, celle du 27 janvier. En fait, on a fait déjà 3 webinaires, c'est le 3e. Vous êtes plus de 100, vous êtes inscrits aujourd'hui, donc on voit que on rencontre là une demande importante d'éclaircissement autour de cette loi travail. Donc la loi travail, elle est parue au journal officiel du 8 août. On était en attente de décrets d'application. Ces décrets d'application, ils sont apparus le 29 décembre. De manière encore incomplète, on reviendra dessus, on n'a pas d'arrêté, hein, nous donnant le format des documents, par exemple, à distribuer à la fin. On n'a pas la circulaire d'application. Par ailleurs, on a, comme vous tous, on a pris connaissance très tardivement de ce décret. On a eu quelques fuites mi-décembre, mais on a disposé de la version définitive, comme tout le monde, pendant les vacances de Noël. Et donc, les systèmes d'information, les organisations sont aujourd'hui complètement en cours d'évolution, puisqu'on est en difficulté pour mettre tout de suite en œuvre la totalité des éléments, alors que la loi ne prévoit pas de période intermédiaire. Donc on va échanger avec vous sur ces questions, voilà, tout en étant assez humble, hein, en disant qu'on y travaille et qu'on essaye d'avancer en l'absence d'arrêté ou de circulaire d'application. Ce qu'on vous propose, c'est donc rapidement, mais c'est nécessaire, de faire un petit temps autour du passage de la médecine du travail à la santé au travail, parce que toutes les évolutions en fait de l'arrêté, de la loi travail sont comprises dans le cheminement qu'il y a depuis quelques années, qui fait passer de la médecine du travail à la santé au travail, le fait de prendre les choses et les risques d'entreprise de manière globale. Donc on va y passer un petit temps assez rapide si possible. Ensuite, on ira directement sur la loi travail, le contexte, les objectifs, ce qu'il faut retenir, et on ira vers des questions-réponses. Alors, vous êtes plusieurs déjà à nous avoir envoyé des questions avant ce webinaire, on en a connaissance. Les webinaires précédents nous ont aussi nourri de questions, on a pas mal de questions. On va choisir de répondre à ces questions de la manière d'abord la plus générale. On va essayer de prioriser des questions très spécifiques. Ce qu'on fait, c'est qu'on répondra après individuellement par mail aux réponses très spécifiques. En tout cas, on va essayer de répondre aux questions les plus générales avec le plus d'applications. Vous avez la possibilité, pour ceux qui connaissent déjà, et il y en a qui ont déjà commencé, à envoyer vos questions au fur et à mesure des échanges que nous allons avoir. On y répondra soit au fil de l'eau, soit, comme je vous l'ai indiqué, un petit peu plus tard en décalé. Et alors, vous aurez des questions qu'on a déjà eues précédemment, c'est est-ce qu'on aura le PowerPoint? Oui, vous aurez accès au PowerPoint. Et à la fin de la séance, on vous transmettra aussi un document de synthèse avec tous les éléments d'information que nous avons pu reconstituer et construire au niveau de l'application de ce décret. Voilà, ça c'était un petit peu pour lancer ce dispositif. Alors déjà, de la médecine du travail à la santé au travail, votre service de santé au travail, les services de santé au travail ont été créés juste après la guerre dans un dispositif où un médecin, une infirmière étaient travaillés à étudier, adapter tout ce qui va être la santé de la personne, sa capacité à travailler dans l'entreprise, son aptitude au travail. Ça, c'est vraiment été une notion extrêmement forte. Petit à petit, et notamment l'Europe, il y a quelque chose d'important en 89, nous a demandé d'insister sur le côté prévention. C'est-à-dire le fait d'avoir un diagnostic médical à un moment donné sur l'aptitude, c'est une chose importante, nécessaire, dans certains cas,
mais la nécessité de la prévention est majeure et ça fait maintenant des années que la question de la prévention se pose et les missions, ce qui est attendu des entreprises aujourd'hui en termes de santé de travail, c'est vraiment d'avoir une vision très générale, une connaissance des risques, une identification des risques qui conduit à la mise en place d'actions anticipées pour éviter qu'une altération de la santé des salariés. Alors, tout ça, voilà, il y a évidemment les questions de l'amiante, il y a eu les contentieux autour de l'inaptitude, on a les risques psychosociaux, on a tout un contexte qui fait que ces organisations et cette tension autour de la santé au travail monte au niveau des entreprises, dans les services, et les lois et les contextes évoluent petit à petit avec l'apparition de la pluridisciplinarité qui est très ancienne dans les services de santé au travail, puisque ça fait depuis 2002 qu'on évoque la nécessité de travailler en équipe autour du médecin du travail. Simplement, ça rentre petit à petit en œuvre dans nos organisations. Alors, je passe rapidement là-dessus, mais un autre élément important, puisque c'est quand même un des cœurs de ce qui conduit à ce changement, c'est que les prescriptions réglementaires étaient inapplicables. C'est-à-dire que la loi prévoyait un très grand nombre de visites, 30 millions de visites, là c'est des chiffres 2013, mais voilà, il y avait 22 millions d'embauches, des visites de pré-reprise, des visites périodiques qui auraient dû être réalisées. On arrive à 30 millions de visites médicales prescrites par le Code du travail. Or, dans le même temps, le nombre de médecins diminue d'une manière qui est très très marquée. Alors, la démographie médicale, elle pose question aussi bien pour les médecins du travail, des médecins spécialisés en travail, que pour l'ophtalmo, le cardiologue ou le généraliste. Donc on est tous les métiers médicaux sont confrontés à cette diminution-là. Dans la médecine du travail, puisqu'on a des obligations et des nombres de visites qui étaient réglementés, ça crée des tensions importantes. Donc en 2013, il y avait 4000 équivalents temps plein de médecins qui pouvaient assurer 8 millions de visites. Donc on le voit, il y avait 30 millions de visites assurées, une capacité de 8 millions. Donc on mettait toutes les entreprises, la loi mettait toutes les entreprises dans une situation d'insécurité juridique, mettait en tension aussi les professionnels de santé qui ne pouvaient pas réaliser leur travail, et puis des tensions entre les entreprises et les services de santé au travail, puisque les missions ne pouvaient être pleinement réalisées. Alors, quand on avance par rapport à ça, le législateur prend connaissance de cette situation à travers des rapports. Il y a eu des rapports sur la médecine publique, il y a eu des rapports sur la médecine privée, celle que nous faisons. Et puis on a vu arriver la loi travail le 8 août qui, alors il y a plein de sujets, je ne vais pas la commenter, moi je parle simplement du sujet autour de la santé au travail qui essaye de prioriser et de sortir d'une situation qui était irréaliste. Alors ce contexte, aujourd'hui, l'idée, c'est que ça soit plus réaliste et plus réalisable. On a en parallèle, je l'ai vu, on l'a dit, de la diminution du nombre de médecins, on a en parallèle une évolution profonde du travail avec l'apparition, évidemment, de contrats courts, de CDD, d'intérim. Et donc, là aussi, on n'est plus dans le CDI à vie, augmentation du nombre de contrats. Cette démographie défavorable, il était important de recaler ces choses-là. C'est a priori possible. Ça prendra un peu de temps, mais on va pouvoir revenir à quelque chose de beaucoup plus réaliste entre la réglementation et les capacités opérationnelles des services de santé au travail. Ensuite, évidemment, ça permet le cadre juridique, ça permet aussi de renforcer l'action et de rééquilibrer les missions. Ça, c'est vraiment un point important du dispositif. En fait, les services de santé au travail ont des missions de santé. Parfois, la vision qu'on a du service de santé, c'est essentiellement centré sur la visite et on en perd le fil, alors que l'entreprise a des besoins fixés par la loi, qui dit qu'il faut travailler plus globalement sur la veille sanitaire, il faut travailler sur des missions de conseil. On a énormément de missions qui sont confiées aux services de santé au travail par la loi et que nous sommes amenés à tenir et qui ont été développées de par notamment les grandes questions de société, c'est-à-dire que le vieillissement de la population active, donc vous êtes confronté à des gens plus âgés en poste et donc des situations plus complexes, le recul en partie lié au recul de l'âge de la retraite, la lutte contre les cancers, les maladies chroniques, la nécessité du maintien en emploi, la sécurité routière qui reste une source de mortalité en entreprise qui est souvent extrêmement sous-estimée, et puis les questions autour de la qualité de vie au travail et du risque psychosocial qui deviennent extrêmement complexes à gérer et pour lequel le chef d'entreprise a besoin de conseils, d'appui pour éviter de se retrouver dans des situations ingérables à terme. Voilà. Alors, le plus simple pour ça, c'est aussi de se rappeler qu'aujourd'hui, votre service de santé au travail est l'acteur incontournable de la santé des entreprises.
il y a eu des sondages, hein. On n'oublie pas que le salarié lui-même est forcément un des acteurs majeurs, c'est-à-dire que ça se fait avec les partenaires de l'entreprise, et les services de santé au travail sont votre relais au quotidien pour travailler à éviter toute altération du fait du travail, de la santé de vos salariés. Je vais maintenant laisser la parole au Dr Miébaud pour qu'elle vous présente un petit peu les missions légales des services. Donc ces missions légales, en fait, c'est celles qui sont confiées aux services par les entreprises pour pouvoir avancer sur les questions de santé. Tout à fait. Donc cette loi travail, elle a, comme M. Steinman l'a bien dit, hein, c'est de rééquilibrer l'utilisation du temps médical, hein, de l'utiliser à meilleur escient. Et vraiment, le rôle du médecin du travail est recentré pour qu'il coordonne une équipe. Après, faut savoir que le service de santé au travail garde ses missions, hein, et sont confortées. Hein, et ses missions principales, c'est d'éviter l'aggravation de l'état de santé d'un salarié du fait de son travail. Hein. Donc on est là pour vous conseiller. Faut savoir que donc votre service de santé au travail, il est là pour conduire les actions de santé au travail, hein, pour vous accompagner, pour vous conseiller, vous en tant qu'employeur, mais aussi les salariés, les représentants du personnel, pour améliorer les conditions de travail, pour aussi mettre en place la prévention, hein, qui est vraiment au cœur de tout ce dispositif, et donc c'est vraiment notre mission principale. Il y a aussi donc la surveillance de l'état de santé des salariés au niveau individuel, et donc cette loi travail, hein, conforte aussi le suivi individuel. Tous les salariés continueront à avoir un suivi chacun. Après, on l'adaptera juste en fonction des risques et de l'état de santé des salariés. Et c'est vraiment le rôle du médecin du travail d'adapter ce suivi en fonction de ce qu'il connaît de l'entreprise, des risques, de vous, ce que vous allez lui rapporter, ce que lui et l'équipe entière aura constaté dans votre entreprise, pour mieux vous conseiller, pour réduire ces risques et donc réadapter le suivi au fur et à mesure du temps. Et puis, bien sûr, on continue à s'occuper aussi de la traçabilité, hein, de ces expositions, et à la veille sanitaire, hein, en participant à des enquêtes, en faisant de la prévention, en continuant aussi notre mission de santé publique en conseillant d'arrêter le tabac, par exemple. Mais ça, c'est une aussi de nos missions. C'est une mission importante parce que la conservation des dossiers médicaux est faite par un organisme qui est indépendant. Le service de santé au travail, ces données ne sont pas à redonner à des structures qui pourraient en tirer parti. On a vraiment à la fois une préservation du secret, de la confidentialité. Ces données médicales sont des données sensibles, elles ne sont pas réutilisées. Elles contribuent à de la veille sanitaire, mais en aucun cas à tout autre type d'action. Et ça, c'est un des points importants, hein, la conservation et la sécurisation des données de vos salariés. C'est souvent des missions qui sont bien sûr sous-estimées. Et puis le secret professionnel est de mise, surtout dans notre travail. Oui. Secret des procédés, secret médical, secret industriel font partie évidemment des choses qu'on respecte très profondément. Alors, on arrive maintenant sur ce dispositif, hein, comment ça fonctionne aujourd'hui le service et comment tout ça s'articule. Voilà. Donc en fait, sur ce schéma, vous pouvez voir que le médecin est vraiment le coordonnateur d'une équipe. Donc si on part de tout en haut, on part du repérage des risques dans l'entreprise avec ce que vous nous rapportez, ce que les salariés nous rapportent aussi en entretien, hein, lors des visites médicales. Ce que aussi les assistantes en prévention constatent lorsqu'elles se déplacent chez vous, parfois pour aller faire des visites d'entreprise. Suite à cette constatation de risque, on vous aide à évaluer les risques et à mieux les prévenir, hein, on vous donne des conseils. Et puis, en parallèle, les professionnels de santé qui s'occuperont du suivi de vos salariés, donc le médecin du travail, mais aussi l'infirmier en santé au travail, des médecins collaborateurs, voient les gens en visite. Et suite à ça, on met en lien en fait les risques dans l'entreprise et l'état de santé des salariés pour peut-être mieux vous conseiller. Par exemple, si on voit que dans votre entreprise, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de dos parce qu'il y a beaucoup de manutention et qu'on peut vous préconiser des mesures pour améliorer la manutention avec des outils particuliers, on va vous conseiller. Si suite à ça, vous les mettez en place, parce que forcément, ça sera rentable, hein, faut savoir que la prévention, c'est toujours rentable. Au long terme, au niveau financier, hein, le bien-être au travail, les gens qui travaillent, qui sont heureux de travailler, sont toujours plus productifs et puis ça se passe toujours beaucoup mieux. Au final, tout le monde est content. Donc, suite à ces conseils, vous mettez en place des mesures de prévention. Suite à ces mesures de prévention, on peut réévaluer l'état de santé des salariés avec le temps, voir que ça s'améliore, du coup vous dire que ça a eu un effet bénéfique. Et puis, la boucle se boucle, hein, c'est-à-dire que suite à cette mise en place de mesures de prévention, vous améliorez la prévention en entreprise, il y a moins de risques, du coup les gens vont mieux, etc., etc.
Alors c'est une équipe, hein. Il y a une grande équipe qui est évidemment au service aujourd'hui des entreprises. C'est important pour qu'on voie bien l'évolution aussi, le rééquilibrage des professionnels. On a à la fois des médecins, des infirmiers de santé au travail, des secrétaires, des experts en prévention. On a toute une unité au niveau du maintien dans l'emploi. On rentrera peut-être plus précisément sur comment ils accompagnent les médecins et comment ils accompagnent les entreprises sur ces éléments importants, et puis du support administratif. Voilà, vous avez une vision de cette équipe. Pourquoi est-ce qu'on insiste là-dessus? C'est-à-dire qu'en fait, la loi travail, elle montre l'équipe au travail. À un moment, elle parle de suivi par une équipe santé-travail. On n'est plus centré sur le médecin, mais bien sur l'équipe. Cette équipe, elle est coordonnée par le médecin. Sans médecin, il n'y a pas d'équipe. C'est le médecin qui veille à l'organisation du travail. Et les gens qui travaillent, qui vont accompagner le médecin dans ses décisions, eux aussi vont en entreprise, eux aussi ont connaissance des situations de travail, eux aussi contribuent à ramener de l'information. Sur une situation précédente, hein, sur les visites d'embauche, on avait 98% des visites d'embauche qui arrivaient à des aptitudes sans réserve. C'est-à-dire qu'il y avait seulement 2% des situations qui conduisaient à des aménagements de poste ou à des inaptitudes. C'est-à-dire que dans 98% des cas, on a des visites qui étaient peu productives. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'on puisse profiter au mieux et relocaliser le temps médical vers les situations les plus à risque, tout en maintenant une garantie que chacun est vu par un professionnel de santé dans un dispositif organisé. C'est vraiment ça que cette loi a voulu mettre en place. On va maintenant le détailler un petit peu plus. Alors, voilà, l'équipe aujourd'hui, ses missions, rapidement, voilà, d'un côté le conseil, les suivis médico-professionnels, la manière dont ça s'articule, c'est central pour que votre organisation puisse être vue de manière globale. Le médecin anime et coordonne. Tout à fait. Et puis on est là, on est aussi aidé par des professionnels parce qu'on ne pourra pas, nous en tant que médecins, forcément pouvoir se déplacer dans toutes les situations. Du coup, effectivement, hein, on vous accompagne à l'évaluation des risques. Il y a d'autres professionnels qui sont en lien avec nous. Donc ma collègue va vous présenter un peu les collègues qui collaborent avec les médecins du travail pour faire aussi de la prévention et de l'accompagnement dans l'entreprise. Bonjour, donc je suis assistante en prévention, donc faisant partie de l'équipe pluridisciplinaire auquel le médecin peut faire appel. Les assistantes en prévention, les APST, contactent de façon systématique les primo-adhérents, les gens qui viennent d'adhérer. Nous sommes spécialisés dans les moins de 50 salariés. L'objectif étant de vous rencontrer, de faire connaissance avec votre structure, de repérer éventuellement vos besoins pour pouvoir le remonter à l'équipe Pluri. Nous réalisons la fiche d'entreprise, qui est notre document officiel, et puis qui est un document d'échange entre vous et nous, et qui donne de l'information aux médecins du travail. Alors, c'est pas le document unique, hein, mais on vous aide à... la fiche. Oui, tout à fait. Pardon, excusez-moi. C'est le document, enfin, on fait ce qu'on appelle la fiche d'entreprise, oui. Qui pourra vous servir pour élaborer votre document unique. Hein, on est là pour vous aider dans cette mission, mais cette mission vous appartient encore de réaliser ce document unique. Pour cet accompagnement au document unique, on peut aussi faire appel en interne aux conseillers en prévention qui interviennent à la demande du médecin du travail, qui ont un outil, effectivement, qui leur permet de vous accompagner pour être en toute autonomie après pour votre prévention en interne. Par exemple, sur des questions spécifiques comme le risque chimique, les risques psychosociaux, qui sont parfois un peu plus pointus que juste de la prévention et du repérage des risques généraux. Voilà. Là aussi, on peut faire appel effectivement aux spécialistes de prévention, donc les ergonomes, les psychologues du travail. Le médecin a effectivement toute une équipe de professionnels qui peuvent effectivement intervenir sur des problèmes spécifiques ou des thématiques lors de matinales aussi. Tout à fait. Alors, tout ce côté prévention dans l'entreprise est aussi accompagné, accompagne le médecin. Le médecin est aussi accompagné d'autres collaborateurs qui contribuent au suivi médical des salariés. Donc, il y a les infirmiers en santé au travail aussi qui seront amenés à voir les salariés en visite de prévention et d'information, qui vont donner des informations sur les risques auxquels ils sont confrontés dans votre entreprise. Et donc, c'est nécessaire qu'ils connaissent bien votre entreprise aussi. Donc, toute cette équipe communique lors de staff, lors de réunions d'équipe qui sont régulières pour échanger sur des problématiques. Et puis, il y a aussi, par rapport à des problématiques de maintien dans l'emploi, une équipe de maintien en emploi qui est à la disposition du médecin du travail dans certaines situations où vraiment il faut agir bien spécifiquement avec
toute la spécificité de ces spécialistes. Et bien sûr, vous connaissez la secrétaire médicale, hein, qui est votre premier lien entre vous et puis nous, hein, pour la prise des rendez-vous, et puis en toutes vos questions, hein, pour pouvoir répondre à vos questions et mieux vous orienter. Voilà. Alors, oui. on rechange. Alors, maintenant, on rentre un petit peu vraiment sur les premiers éléments particuliers autour bon, pour tous les salariés. Donc, la loi travail, ce qui est important de retenir, ça concerne tous les salariés. Hein. Elle n'a pas mis de côté une catégorie de salariés. Tous les salariés sont pris en charge par un professionnel de santé dès l'embauche. Et là, il y a un gros embranchement. Soit il y a des risques particuliers, pas des risques, mais des risques particuliers. Et là, on a la visite médicale, délivrance d'aptitude. On est sur le schéma précédent auquel vous êtes tous habitués. Soit on est dans le cadre d'une visite d'information et de prévention. C'est lorsqu'il n'y a pas de risque particulier. C'est assuré par l'équipe. Ça peut être un infirmier, ça peut être un interne, ça peut être un collaborateur médical. Et tout ça va donner ensuite une attestation. On n'est plus dans la logique de délivrer d'aptitude quand il n'y a pas de risque particulier. Aujourd'hui, l'aptitude, c'est essentiellement sur les risques particuliers. Ça, c'est vraiment le point premier important. Pas évident d'ailleurs, hein, puisque toujours, on n'a pas les arrêtés délivrant notamment la forme de ces documents. Et on est aujourd'hui en train d'y travailler. Et puis, vous allez voir qu'il y a pas mal encore de questions à la frontière de tous ces suivis. Dans les éléments aussi importants, c'est la question de la périodicité. Donc, on a changé profondément, le texte a changé profondément la logique de la périodicité. On est passé sur des périodicités maximum qui sont ensuite en fait adaptées par le médecin. Donc, on n'est plus sur quelque chose qui est décrit en dur. Le médecin, en fonction de la situation, en fonction de la connaissance des risques, en fonction de l'état de santé, va pouvoir réguler les choses dans des délais maximum. Si on a des risques particuliers identifiés, on ne peut pas dépasser un maximum de 2 ans. Si nous sommes dans une situation où il n'y a pas de risque particulier, nous ne pourrons pas dépasser un délai de 5 ans. Voilà le cadre tel qu'il est posé. Et donc, les médecins vont être amenés à se positionner sur la périodicité à travers un protocole et un travail d'équipe. Voilà. Et puis, donc, du coup, cette périodicité sera adaptée en fonction des risques, mais aussi de l'état de santé individuel de la personne qu'on aura en face de nous, bien sûr. On garde tout à fait la main. Alors, autre élément important, il y a des dispenses de visite. Ces dispenses de visite, ça permet un petit peu d'éviter que des salariés, notamment en contrat court, aient une fréquence de visite qui est beaucoup plus élevée que les CDI. La situation actuelle aujourd'hui, c'est que certains métiers, on va parler sur des contrats courts, ça peut être en CDD, ça peut être en intérim, on peut être amené à être revu très régulièrement par un médecin dans le cadre de visites d'embauche, alors que d'un autre côté, des salariés en CDI ne voient plus de médecins parce que les médecins sont occupés sur ces visites-là, puisque de toute façon, on n'était plus capable de réaliser la totalité des visites. On était amené à prioriser, on essayait de prioriser ce qui apparaissait le plus critique. Aujourd'hui, la loi permet justement et organise et officialise cette priorisation, donc c'est plutôt bien de retrouver un cadre organisé. Néanmoins, on reste en sous-effectif, hein, on a encore beaucoup à travailler puisqu'ils autorisent l'arrivée de nouveaux professionnels, il reste à recruter ces professionnels, à les former, donc on va avoir une période de transition. On a à Estelle Grand Lyon déjà des infirmières depuis de nombreuses années, elles travaillent avec nous en protocole dans le cadre de visites intermédiaires, elles vont maintenant pouvoir aller sur les visites d'embauche et ça c'est un élément important. On ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui des éléments qui permettent des dispenses d'aptitude, on verra. Simplement, le message qu'on doit déjà vous passer, c'est qu'il faut absolument que chacun garde les attestations et que vous les demandiez lors des embauches. Ça, c'est vraiment un élément important, nécessaire. Gardez ces éléments, ça fait partie des questions que vous nous avez envoyées. Il faut absolument que vous gardiez ces éléments, que vous les demandiez, que vous puissiez en garder une trace. Ça, c'est vraiment utile. Et c'est les conditions sont cumulatives et c'est un élément important que la première, ce document existe et qu'on en ait une trace. Dans les éléments à retenir aussi au niveau de la loi, c'est que tous les contrats vont être équivalents. Enfin, la volonté en tout cas du législateur, c'est que le CDI, le CDD, l'intérim aient des visites qui soient comparables. Avant, on avait des fréquences qui étaient assez dépendantes. D'ailleurs, d'un service à l'autre, à travers la question des agréments, puisque les services avaient des agréments différents, ils pouvaient avoir des visites et des intervalles de visites très différents d'un site à l'autre. Il n'y avait pas eu d'harmonisation au niveau national. Et même localement, on pouvait encore avoir quelques différences. Là, on est sur des maximums. Ces maximums sont valables pour tous les services
Et puis ensuite, on est sur des situations particulières qui seront gérées. Mais indépendamment du type de contrat, ça, c'est important aussi. C'est important aussi de rappeler que la loi, elle permet aussi, bien évidemment ça change pas, hein, à tout salarié, à tout employeur qui le désire, de solliciter une visite à n'importe quel moment auprès du médecin du travail. En plus de ces visites, c'est pas parce qu'il y a des visites périodiques avec un suivi tous les 5 ans que la personne, au bout de 2 ans, ne peut pas reprendre rendez-vous. Alors, oui, tout à fait. Sur la question des visites, le texte, dans cette question de souplesse, à la fois amène le médecin à se positionner sur la spécificité, mais permet aussi aux salariés et aux chefs d'entreprise de positionner eux-mêmes des visites à la demande. Donc là, on va faire un focus plus clairement sur le type de visite et tout ça à travers notamment un détail sur une question qui arrive. Mais ce point-là, c'est important, beaucoup plus de souplesse dans la manière dont les visites se passent. Alors, dans les questions d'inaptitude, vous avez envoyé aussi des éléments autour de l'inaptitude. Effectivement, des changements importants sur la situation d'inaptitude. L'esprit, c'est que l'inaptitude, c'est vraiment le dernier recours. Tout à fait, c'est vraiment la dernière solution quand rien d'autre ne peut être envisagé. Ce qu'il faut savoir, c'est que avant l'inaptitude, c'était 2 visites à 15 jours d'intervalle. Maintenant, c'est plus la règle. La règle, c'est de faire un seul examen et si le médecin le sollicite, il peut faire un 2e examen pour prononcer cette inaptitude, mais dans un délai maximal de 15 jours. Donc, théoriquement, une seule visite médicale peut suffire pour faire l'inaptitude. Cependant, l'inaptitude doit être précédée par une étude du poste par un membre de l'équipe pluridisciplinaire. Elle doit être aussi précédée d'une étude des conditions de travail et d'un échange qui doit être par tout moyen entre l'employeur, le médecin du travail et bien sûr le médecin du travail et le salarié pour bien s'assurer que c'est le dernier recours. Pour, envisager toute possibilité d'aménagement de poste ou de conseil, formation auparavant. On voit bien la notion là encore de rééquilibrage, c'est-à-dire qu'on connaît les risques, il faut absolument que la fiche d'entreprise soit à jour, que le poste soit connu, qu'on a travaillé avant autour des mesures qui étaient possibles, et donc le rééquilibrage, la visite, vient dans un ensemble d'actions visant à faire que ce poste, qu'on ait étudié toutes les possibilités. Le texte renforce l'échange. Souvent, il y avait un échange évidemment salarié et médecin du travail. Il y avait aussi des échanges évidemment avec le chef d'entreprise. Maintenant, ça doit être tracé, c'est obligatoire, ça fait partie du dispositif et ça aussi c'est un élément important dans la perception aussi de la vision équilibrée des choses puisque les services de santé au travail sont conseils à la fois de l'employeur et du salarié, ce qui est souvent parfois une position qui peut être délicate. Voilà. Puis il faut savoir aussi que maintenant, le médecin du travail a la possibilité de noter sur la fiche qu'il dispense l'employeur d'un reclassement. Si l'état de santé du salarié le justifie, par exemple, peut dans l'entreprise. Dans l'entreprise, pour rechercher le reclassement, c'est possible de le dispenser. Après, il y a une mention spécifique à marquer sur la fiche, mais c'est quelque chose qui est possible maintenant, alors que ça n'était pas forcément avant, sauf pour la situation suite à accident de travail ou maladie professionnelle. Maintenant, c'est pour tous les cas. Voilà. Alors, tout ça, derrière, il y a aussi évidemment des possibilités de contester les avis. Il y a une profonde modification. Précédemment, les avis pouvaient être contestés auprès de l'inspecteur du travail qui, lui, prenait avis auprès du médecin inspecteur. Ça a complètement changé. Ça va se dérouler maintenant devant le Conseil des prud'hommes avec un délai de consultation de 15 jours. Délai de contestation de 15 jours. Donc, attention, les délais deviennent extrêmement courts. Sur ce contexte-là, on est complètement dans le flou, c'est-à-dire qu'on n'a pas une vision extrêmement claire de la manière dont ça pourra se constituer. Nous avons fait les modifications dans les documents, donc aujourd'hui quand vous recevez les documents, vous avez les nouvelles modalités de contestation qui sont écrites. Moi je vous rends vraiment attentif au délai, 15 jours c'est très court. Après, on est quand même évidemment sur des sujets médicaux, donc il faudra saisir un expert médical pour pouvoir expertiser le dossier. Donc ces modalités, je pense qu'elles vont petit à petit se préciser. Pour l'instant, elles ne sont pas encore particulièrement précises et bon, nous, elles nous interrogent. Ça fait partie des éléments qui nous on trouve un petit peu compliqués sur ce décret. Alors voilà, on en a fini de cette première partie un peu générale sur la présentation du décret. Sur les éléments modernisation santéautravail.fr, vous avez un site internet où vous allez retrouver rapidement beaucoup des choses qu'on a dit, les synthèses et les principaux éléments qu'on a pu vous présenter. Vous avez aussi tout le texte du décret, la possibilité d'aller plus loin. Vous allez retrouver des vidéos d'explication. Comme on a pu l'évoquer, à l'issue du webinaire, vous aurez un
un dossier adhérent où on va vous donner tous les éléments qu'on est en train de vous dire, des fiches techniques, des éléments complémentaires, de manière à pouvoir vous ayez une trace et un point d'appui sur ces éléments. Là, on est bien dans le cadre de nos missions de conseil. Et vous aurez, là il y a une question effectivement, le diaporama disponible, donc les liens, tout ça, vous pourrez les cliquer directement dans votre mail, on vous enverra ces éléments-là. Alors maintenant, on passe aux questions que vous nous avez déjà fait parvenir, des questions qui sont déjà parvenues. On a pris, comme on vous l'a indiqué, celles qui nous apparaissent, qui sont revenues de la manière la plus fréquente et qui se posent pour beaucoup d'entre vous. Il y a la question de la périodicité des visites, il y a souvent aussi une question qui est associée, qui est la question sur le démarrage, à quel moment on rentre dans le décret. En fait, on est aujourd'hui dépendant, on a un agrément de santé-travail. Cet agrément, il y a une certaine périodicité, dont les gens étaient vus à une certaine fréquence en fonction de leur situation. Cette périodicité est toujours valable aujourd'hui. Donc, si vous avez un salarié qui a été vu en novembre cette année et qui doit être revu dans 2 ans, il rentrera dans le décret seulement dans 2 ans. C'est seulement dans 2 ans que on commencera à faire une visite d'information en prévention et qu'on va déclencher la nouvelle périodicité. Donc ça, c'est un élément important, bien comprendre que ça va se faire au fur et à mesure. Si dans cet intervalle de 2 ans, ce salarié a un événement particulier, un arrêt de travail qui nécessite qu'il soit revu par le médecin, une visite à sa demande ou à votre demande, eh bien dans ce cas-là, il rentrera plus rapidement dans le dispositif. Voilà, donc l'entrée dans le dispositif va être progressive en fonction soit de la périodicité qui a été prévue, soit d'incidents, d'éléments particuliers qui conduisent le salarié à rentrer. Ça, c'est vraiment un point important. Ensuite, alors on est sur cette périodicité-là. Il était indiqué au départ tous les 5 ans, tous les 2 ans. Alors, qu'en est-il aujourd'hui, docteur? Comment ça fonctionne tout ça? Alors, tout ça, ce sont des chiffres qui sont plafonds. C'est-à-dire que la loi prévoit des délais maximum de reconvocation. Donc, après, on aura un petit schéma pour vous montrer un peu comment ça s'articule. Prenez une grande inspiration. Alors, peut-être c'est un peu compliqué. Voilà, ça c'est un gros travail. Il y a encore des éléments à faire évoluer. On s'est concerté avec d'autres services en France, ces éléments qui sont actualisés. Là encore, il y a encore des petites modifications. On vous les dira au cours de l'explication. Ces éléments sont importants. Vous pouvez aller sur le site internet. On continuera à faire évoluer ce document. Donc là, ce qu'on a essayé de faire, et il y a beaucoup de médecins, de gens qui ont travaillé sur ce document, c'est d'essayer de rendre lisible tous les cas, toutes les explications du décret. Donc, c'est pas simple. Voilà, docteur, alors essayez de nous rentrer, donnez-nous cas par cas un petit peu la situation. Donc ça, c'est pour le suivi périodique. Il faut savoir que les visites de reprise, par exemple, après arrêt de plus de 30 jours en cas de maladie ou accident de travail, ne changent pas, elles sont obligatoires, ou après 1 jour d'arrêt pour maladie professionnelle. Donc ça, c'est le suivi périodique. Donc il y a 2 gros blocs. Alors je vais essayer de vous faire un peu le détail pour que ce soit compréhensible. Donc vous avez le bloc de droite, concerne toutes les situations avec des risques particuliers, donc ce qu'on appellera un suivi individuel renforcé. Dans notre jargon, on appellera ça les CIR. Donc ça concerne des risques particuliers, dont on vous fera le détail après, mais il y a les agents biologiques catégorie 3 et 4, il y a les agents cancérogènes, tout ce qui est amiante, il y a les risques hyperbares, alors j'arrive pas à lire parce que c'est un peu trop loin. Les rayonnements ionisants. Voilà, les rayonnements ionisants. Alors les gens qui sont en catégorie A continuent à être suivis tous les ans comme avant, vous voyez, c'est la colonne tout à droite. Après, pour tous les autres risques, en fait, la périodicité, ça sera toujours des visites d'aptitude qui seront faites au moins tous les 4 ans avec un entretien intermédiaire entre les deux à réaliser par un professionnel de santé, pas forcément le médecin du travail. Alors l'important, c'est que ces gens-là seront vus avant l'embauche. Vous voyez, il y a la petite ligne embauche, et puis il y a des gens qui passeront leur examen avant l'embauche. À vous, essayez de vous organiser pour que les gens passent leur visite avant. C'était déjà le cas auparavant sur ces risques-là. Ouais. C'était inapplicable. On verra si on peut le rendre applicable. Là, c'est pas une évolution, c'est un rappel. Ce sont des visites qui doivent être réalisées avant l'embauche. Dans les risques, il n'y a plus les risques de bruit, je crois. Non, tout à fait. Le législateur n'a pas cité ce risque de bruit dans ces éléments. Par contre, il y en a des nouveaux qui n'y étaient pas avant. Il y a, par exemple, les salariés qui sont soumis à un risque de chute en hauteur lié au montage ou démontage d'échafaudage. Il y a également toutes les situations de salariés qui sont soumis à une autorisation de conduite. Donc, par exemple, tous les gens qui ont des CACES, ou alors des habilitations électriques, sont soumis à ce suivi
individuelle renforcée. Pareil, hein, auparavant, dans les surveillances médicales renforcées, il y avait le risque vibration qui n'apparaît plus dans le sens du législateur. Voilà. Alors on a dans les questions que vous nous avez transmises, vous avez posé des questions au niveau par exemple de l'habilitation électrique, hein, savoir à quel niveau on s'arrêtait. Alors, autant vous dire, on n'en sait rien. C'est-à-dire que pour ça, on n'a pas de circulaire d'application. A priori, ça ne concerne pas les gens qui changent des ampoules hein, ou qui branchent des ordinateurs. Hein, on se rassure là-dessus. C'est vraiment les habilitations électriques de certains types, pour du travail à haute tension, par exemple. On n'a pas beaucoup plus d'informations que ça. Voilà. En tout cas, nous, aujourd'hui, l'interprétation qui en sera faite, docteur, c'est de considérer qu'on est sur des risques particuliers au niveau électrique et pas simplement un changement d'ampoule. Mais la circulaire, quand elle sortira, peut-être, on l'espère, sera plus précise. Dans l'intervalle, il y aura une position, effectivement, du service qu'on essaiera d'harmoniser. Alors, c'est important de mentionner que c'est à vous de mentionner à la secrétaire, lorsque vous demandez un rendez-vous, si votre salarié il est soumis à ces risques, si vous les connaissez. Il faut savoir aussi que si nous, on le voit, le salarié en visite hors risque particulier et que, d'après la connaissance du poste, on se rend compte que cette personne est soumise à un risque particulier, il va tout de suite basculer vers cette prise en charge spécifique. Hein. Mais c'est mieux de le faire en amont par vous directement. Donc, après, il y a toute la colonne de gauche qui concerne tous les autres salariés. Donc, tout salarié qui n'est pas soumis à ces risques particuliers est considéré comme étant hors risque particulier et aura ce qu'on appelle un suivi individuel ordinaire ou adapté. Vous allez voir qu'il y a certaines situations qui nécessitent une adaptation du suivi. Donc il y a le cas général où donc la visite, donc c'est la colonne tout à gauche, où la personne devra avoir une visite d'information et prévention dans les 3 mois qui suivent sa visite d'embauche par un professionnel de santé. Le petit carré rose, c'est que éventuellement s'il y a des femmes enceintes ou venant d'accoucher, elle pourra être réorientée vers le médecin du travail. Les petits triangles bleus, ça veut dire qu'à tout moment, le professionnel de santé peut réorienter vers le médecin du travail qui juge par rapport à l'état de santé du salarié ou du poste que ça le nécessite. Et donc cette périodicité, ça sera à 5 ans maximum à fixer avec le médecin du travail ou à réadapter en fonction de l'entreprise et de la connaissance des risques. Après, comme nous, on a aussi des protocoles qualité. Régulièrement, il est possible que des infirmières réorientent vers le médecin simplement dans le cadre de routine de suivi, de vérification. On a aussi évidemment des médecins qui assureront des VIP en première intention. Donc tout ça, voilà. Donc vous étonnez pas si un salarié doit passer de l'infirmière vers le médecin, ça ne dit en rien quel est son état de santé. Ça peut parfaitement être des questions de process interne, de suivi de nos protocoles. Voilà. Ça c'est un élément important. Parce que vous vous dites, oula, il se passe quelque chose de particulier. Puis on est en train de travailler dessus, c'est pas figé encore. On est sur des schémas parfaitement classiques d'organisation. Voilà. Et alors, en ce qui concerne les gens, alors je vous prends la 3e colonne, les mineurs qui ont moins de 18 ans, les gens qui sont exposés à des agents biologiques, catégorie 2, donc ça ne concerne pas les risques catégorie 3 ou 4, qui sont les risques très méchants en laboratoire ou alors personnel de soins par exemple, et les gens exposés aux champs électromagnétiques seront vus théoriquement tous les 5 ans, mais ils devront faire leur première visite d'information et prévention avant l'embauche aussi. C'est pour ça que vous avez dans la ligne au-dessus. Pour les gens qui travaillent de nuit, ces personnes-là étaient suivies tous les 6 mois auparavant. Maintenant, la loi dit qu'ils doivent être vus avant l'embauche pour une visite d'information et prévention et après maximum tous les 3 ans. Et puis, vous avez la situation des gens qui sont reconnus travailleurs handicapés ou qui sont en situation d'invalidité. Pareil, ces gens-là devront être vus par le médecin du travail en première intention en visite d'information et de prévention pour que celui-ci puisse faire des préconisations d'aménagement de poste, par exemple, puis sera revu au maximum tous les 3 ans. Voilà. Alors là, vous nous demandez, en fait, si j'ai pas connaissance de l'handicap, si j'ai pas connaissance de l'invalidité, il faut absolument vous nous donner le maximum d'informations dont vous disposez. Ensuite, nous, on fera en fonction des informations qui nous sont délivrées, comme vous l'a indiqué le Dr Miébaud. Si on a connaissance de l'handicap ou de l'invalidité au détour de la situation de la VIP, il y aura une réorientation qui sera faite pour qu'on ait le suivi qui correspond à la situation. Donc ça sera du suivi adapté. Alors c'est très important aussi de lire les petites lignes tout en bas du schéma, c'est-à-dire que le médecin du travail peut à tout moment adapter le suivi en fonction de l'état de santé et des risques du salarié, et que la visite médicale est possible à tout moment à la demande du salarié, de l'employeur ou du médecin du travail. Ça, c'est très important. Alors, il n'y aura pas forcément moins de visites. On a des questions en disant, mais il y aura moins de visites. Non, il n'y a pas forcément moins de visites. La question, simplement, c'est que ces visites, maintenant, elles vont se présenter probablement sous d'autres formes. On va rencontrer des visites à la demande, on va rencontrer des visites, là, on est dans un maximum, donc on aura des périodicités qui vont être définies au fur et à mesure.
l'objet pour nous, c'est de rétablir petit à petit la normalité du suivi pour la totalité des salariés. Hein, et la totalité des entreprises. À SC Grand Lyon, on suit 220 000 salariés. On a forcément du retard qui est accumulé dans certains secteurs. On doit absolument petit à petit viser à ramener tout le monde de manière équitable à un niveau de santé optimal. Donc ça va se faire voilà, au fur et à mesure et les protocoles qui vont évoluer. Voilà. Mieux répartir le temps médical et du coup consacrer plus de temps aux gens qui en ont le plus besoin. Donc c'est un peu cette question-là. Hein. Est-ce que les salariés sont moins protégés du fait de l'espacement des visites? Ça fait un petit peu la chose. Alors d'abord, c'est que la prévention et la protection, c'est pas le seul fait de la visite médicale. On voit bien que si votre salarié met la main dans un objet coupant, le plus simple, c'est quand même qu'il y ait une grille de protection. La visite sur le médecin va constater l'AT après l'accident. Mais ce qui est important, c'est la visite de l'APST en amont qui aura travaillé avec vous à identifier le risque et à mettre en place un carter de protection. Donc la question de la protection et de la visite, c'est vraiment quelque chose d'important. Il faut absolument déconnecter ça. Hein. Voilà, c'est un premier élément. Après, je crois qu'une visite médicale n'a jamais empêché un accident de travail, à part avec du conseil, de la prévention en amont. Et ça, c'est pas toujours au cœur de la visite médicale appropriément dite. Il y a une visite d'information et de prévention qu'il faut faire. Et c'est clairement le sens de la loi. Ensuite, sur les quantités, en fait, l'espacement des visites, c'est en fait une adaptation de cet espacement à la situation. On n'est pas dans du systématisme, on n'est pas en train de dire systématiquement on espace, on est sur une adaptation. Voir des gens qui vont bien de manière répétée n'est pas forcément extrêmement utile. Voir de manière rapprochée des gens qui ont des situations de travail particulières qui peuvent induire leur stress, ça c'est un élément important. C'est ça le sens de ce dispositif. Et à chaque fois, chacun pouvant déclencher lui-même sa visite ou vous-même en tant qu'employeur, vous pouvez déclencher la visite, donc vous pouvez à tout moment, dans l'intervalle, dire là, il y a quelque chose de particulier, il y a un événement qui nécessite qu'un membre de l'équipe pluridisciplinaire se positionne. Et ensuite, le médecin adapte, organise un suivi global du dispositif. C'est ça, le sens aujourd'hui du dispositif. Alors, dans les autres questions, on reste encore un peu sur cette question-là, la visite d'information et de prévention par rapport à la visite médicale. Voilà, c'est ce que je disais juste avant, c'est que vraiment l'information de la prévention, ça sera plus rentable pour éviter les problèmes liés au travail que de faire juste une vérification de l'aptitude. Voilà. Après, le but, c'est de faire du conseil, surtout pour vous en tant qu'employeur et aussi pour le salarié. Donc, quand on recevait précédemment des salariés en visite d'embauche, dans 98% des cas, ils étaient aptes. Donc, du coup, on consomme de la ressource. On a quelqu'un qui a un examen médical, mais il va bien. On va pas chez le médecin parce qu'on va pas bien. On va prendre son poste et on est en pleine forme. Et voilà. Donc, l'objet là, c'est plutôt que d'être sur de la logique médicale à ce moment-là. On est vraiment sur une logique d'interrogation. On essaye de voir de dépister est-ce qu'il se passe quelque chose de particulier. Et puis, on en profite pour voir et connaître la connaissance qu'il a du poste sur lequel il va travailler et des mesures de prévention qu'il connaît déjà. Et si on repère des écarts, des choses, on ira aussi vous informer éventuellement des besoins, de la nécessité de formation, d'information, de sensibilisation sur sa situation. Donc on n'est pas seulement très clairement sur des questions d'ordre médical à ce moment-là, mais on est globalement sur l'adéquation au poste, sur les questions de santé, de pratique et de préservation. Néanmoins, les personnels qui font ça, un collaborateur médecin, donc c'est souvent un médecin très expérimenté qui est en formation de spécialisation, les internes en médecine de travail, les infirmières sont aptes et formés à identifier toutes les questions de santé et à les réorienter vers le médecin spécialiste à chaque fois que ça sera nécessaire. Donc la visite d'information n'interdit pas la visite médicale chaque fois qu'elle sera nécessaire. C'est central, simplement, c'est animé et coordonné par le médecin. Alors là, peut-être une autre question. Alors, qui c'est qui parle des risques là? Quels sont les critères pour évaluer les risques particuliers et les identifier? Jacqueline va vous en parler. Donc, dans la nouvelle liste des risques particuliers, ce sont les risques exposant les travailleurs à l'amiante, le plomb, les agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, les agents biologiques des groupes 3 et 4, les rayonnements ionisants, le risque hyperbare, les risques de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage des échafaudages. Et effectivement, on ne voit plus apparaître les mineurs, les femmes enceintes, les travailleurs handicapés, les salariés exposés au bruit ou aux vibrations.
Donc pour les travailleurs handicapés et les femmes enceintes, il y aura un suivi adapté, hein, mais ils ne seront pas dans les modalités de suivi avec des fiches d'aptitude. Il y a aussi les gens qui sont soumis à des autorisations de conduite, hein, tout ce qui est CACES et puis habilitation électrique. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que les agents biologiques catégorie 3 et 4, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est des virus et des bactéries très méchantes, hein, où il n'y a pas de traitement, notamment par exemple VIH, hépatite B, hépatite C. Donc tout le monde n'est pas exposé à ces risques. Hein. On se doute bien qu'une auxiliaire de vie sera peut-être pas en contact avec ces petits risques-là. Tout ça est à adapter en fonction de la connaissance des modalités du travail dans votre entreprise. Et donc ça, on vous amènera des éléments pour pouvoir préciser bien évidemment ces risques. Voilà. Alors, la question forcément, c'est en pratique, comment je dois faire Tout part au départ de votre déclaration. Hein. Donc, on a aujourd'hui un portail adhérent. Sur ce portail adhérent, vous devez déclarer les risques. C'est vous qui connaissez votre organisation, c'est vous qui connaissez la situation. Nous, on va vous aider, on peut vous aider à mieux connaître vos risques et à progresser dans ce dispositif-là. Mais les situations de travail, c'est vous qui les connaissez. Est-ce qu'il va sur un échafaudage ou pas? C'est votre domaine. Donc, nous, on a essayé et on a adapté le plus rapidement possible le portail adhérent d'AST Grand Lyon pour que vous puissiez y renseigner ces éléments. De nouveau, les délais sont courts. Nos prestataires informatiques ont des limites dans les modifications, donc on a modifié le maximum qu'on pouvait faire nous-mêmes et on est en attente d'évolutions plus lourdes de la part de notre prestataire, notamment quand les documents définitifs nous parviendront à travers l'arrêté qui est attendu. Donc pour l'instant, rendez-vous sur le portail, faites et renseignez toutes les modifications déjà disponibles et ça nous permettra d'orienter au mieux le suivi. Donc ça, la démarche est la même pour un CDI, pour un CDD. Vous allez sur la rubrique ajouter un nouveau salarié, vous avez une fonction qui est exposition et qui vous permet d'indiquer le poste. Voilà. Et là, ensuite, on organisera et on orientera les choses. Si si votre salarié arrive en visite, qu'il ne correspond pas à sa situation, donc à l'interrogatoire, on se rend compte qu'il est sur une situation différente, de toute manière, ne vous inquiétez pas, on réorientera, on réorganisera. Vous entendez évidemment que c'est très complexe, que c'est désorganisant, que ça peut aussi induire un délai, parce que on le réorientera, c'est sans délai, mais c'est la réorientation qui est sans délai, c'est-à-dire qu'il y aura quand même un temps d'attente pour la prochaine consultation, donc on perd du temps tous, on a tous intérêt à ce que chaque fois que c'est possible, on ait l'information. Mais en même temps, on entend bien qu'on ne l'a pas toujours. On l'a vu sur la question d'handicap ou d'inaptitude, il y a peut-être des éléments où vous n'avez pas toujours complètement l'information. Autre point important, quand un salarié quitte l'entreprise, pensez à l'actualiser, à l'enlever du portail. Aujourd'hui, nous, on connaît vos bases et on va vous envoyer vos factures autour de vos adhésions. Hein. Vous adhérez à une association sur la base d'un nombre de salariés, mais personnes physiques. À chaque fois, c'est un suivi pour une personne. Et donc, cette base-là, si vous nous laissez des gens qui sont partis, vous risquez, on va vous envoyer des factures qui ne correspondent pas à votre effectif. Donc, c'est dommage. Pensez à le faire. Hein. Vous payez pour l'année, quel que soit le nombre de visites, quel que soit le nombre de visites de prévention, d'action, des questions autour du maintien dans l'emploi qui ont pu se dérouler. Donc ça, c'est absolument important que vous puissiez rentrer dans cette logique-là, d'enlever au fur et à mesure les gens qui quittent l'entreprise. Une question qui nous est posée autour de l'équipe maintien dans l'emploi et de ce que l'équipe maintien dans l'emploi peut apporter. Donc aujourd'hui, cette équipe maintien dans l'emploi, ça fait partie des obligations importantes. Hein, le maintien dans l'emploi, on l'a évoqué, hein, on est arrivé sur l'inaptitude, mais avant l'inaptitude, on peut peut-être essayer d'y échapper par le maintien dans l'emploi ou bien au travers d'un travail d'équipe, veiller à ce que cette situation se passe le mieux possible pour l'entreprise et pour le salarié. Docteur, vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, comment c'est organisé, parce que ça fait partie des ressources importantes auxquelles le médecin a accès et qui est un soutien souvent assez invisible mais très important pour les entreprises et les salariés. Alors, l'important, c'est d'avoir connaissance de la situation le plus en amont possible. Donc, c'est vrai que si vous avez des salariés qui sont en difficulté, il faut peut-être leur conseiller de venir voir leur médecin du travail pour parler des problématiques avant qu'elles soient définitives et qu'on ne puisse plus rien faire pour améliorer les choses ou pour faire du maintien dans l'emploi. Un maintien dans l'emploi, ça peut être dans l'entreprise, ça peut être aussi hors de l'entreprise. Hein. C'est pour limiter bien sûr la désinsertion professionnelle des salariés, hein, notamment quand ils
ont leur âge qui avance. À 59 ans, c'est plus compliqué de faire du maintien en emploi qu'à 35 parce qu'on a moins de formations disponibles, ce genre de choses. Cette équipe de maintien dans l'emploi, elle est à la disposition du médecin du travail. Elle est composée de spécialistes, d'assistantes administratives qui gèrent les dossiers, et puis il y a des conseillères en prévention, psychologue du travail. Et puis il y a aussi une conseillère en emploi, pour faire notamment orienter les gens vers des formations. Un psychologue clinicien. Voilà. Et puis le but c'est de donner des conseils aux salariés et aussi à l'employeur pour faire des démarches pour favoriser le maintien dans l'emploi dans l'entreprise lorsque c'est possible, et sinon de faire des démarches pour pouvoir maintenir la personne dans l'emploi. Donc éventuellement faire des formations, une reconnaissance de travailleurs handicapés par exemple. Tous ces outils sont à la disposition de cette équipe du médecin du travail. C'est une aide très précieuse. Mais il faut anticiper. Donc si vous avez connaissance de cette situation, n'hésitez pas. Et puis bien sûr, cette équipe, elle peut aussi faire le lien avec le SAMET. Donc parfois, certains d'entre vous ont déjà eu affaire et qui s'occupent d'aménager les postes et de vous aider à aménager les postes des travailleurs handicapés dans l'entreprise. Alors, ça vous sécurise à la fois sur un volet santé, c'est-à-dire qu'on va tout faire pour essayer de trouver une solution, et en même temps, ça vous sécurise sur un volet juridique, c'est-à-dire que si vous devez aboutir à une situation de licenciement, on aura vraiment cherché toutes les solutions et on pourra garantir qu'un grand travail a été réalisé autour de ce dispositif-là. Donc voilà, ça c'est un élément, ça fait partie des moyens importants. Dans les éléments importants aussi, on n'a pas passé, là on n'a pas eu de questions cette fois-ci sur cette question-là, mais il faut qu'on en parle. C'est la question de la pré-reprise et de la visite de pré-reprise. La visite de pré-reprise est vraiment quelque chose d'important et d'essentiel dans notre dispositif, puisque ça permet justement d'anticiper, c'est ce que vous évoquez. Tout à fait. Donc c'est pour ça que vous pouvez parler aux salariés que vous savez en difficulté de cette possibilité de visite de pré-reprise, s'il est en arrêt, par exemple, et que la reprise du travail s'annonce difficile ou problématique. Ce n'est pas à vous en tant qu'employeur de prendre le rendez-vous à la place du salarié, c'est une démarche qui appartient au salarié ou éventuellement au médecin conseil de la sécurité sociale ou au médecin traitant. Et puis le médecin du travail répond à la demande, mais il faut que ce soit le salarié ou le médecin conseil qui en fasse la demande, ou le médecin traitant. Pas vous. C'est important. Alors, donc dans les questions là qui sont posées, on a des questions sur est-ce qu'on peut contacter directement l'équipe de maintien d'emploi. C'est toujours le même principe, le médecin anime et coordonne, c'est lui qui fera appel à cette équipe, mais voilà, vous pouvez vous pouvez le savoir ou pas. Cette équipe peut prendre contact avec vous, mais c'est souvent, ce qui est important, c'est que vous ayez un interlocuteur qui connaisse l'organisation et qui fasse le lien avec vous. Donc c'est toujours votre médecin qui assure ça. Simplement, cette équipe, elle vient en appui, elle vient garantir les éléments. Vous pouvez aussi les rencontrer dans certains cas et dans certaines situations. Voilà. Il y a des questions sur les cabinets d'entreprise. Aujourd'hui, sur les cabinets d'entreprise, on a ouvert un groupe de travail en interne, puisque effectivement, les modalités d'application sont complexes en cabinet d'entreprise. On voit bien que il va y avoir la question du rôle de l'infirmière santé-travail. Il y a celle de l'entreprise, qui est l'infirmière d'entreprise, et puis il y a celle qui peut faire des visites d'information et de prévention. Ce sont deux domaines différents, puisque il faut participer, comme vous l'avez vu à l'équipe, il faut participer au staff, il faut participer au protocole. Il y a énormément de conditions d'application. Donc on réfléchit à essayer de trouver les meilleurs dispositifs. On a découvert le texte très tardivement, et donc la situation des cabinets d'entreprise pose effectivement question. On avance. Voilà, j'ai été déjà amené à rencontrer quelques grandes entreprises qui sont dans ces situations-là. On a un gros chantier, un gros travail à mener pour avoir un suivi qui soit équitable, aussi bien en cabinet d'entreprise et qu'en centre, pour un maximum d'entreprises. Voilà. Alors, dans les éléments, une question qui revient forcément, il y a la question de la cotisation. Donc ça, cette question de cotisation, elle est importante. Il faut qu'on en parle. Comme vous l'avez vu précédemment, la cotisation qui était versée ne permettait pas de couvrir la totalité des visites, la totalité des besoins. Aujourd'hui, nous, on est dans une logique d'essayer de vous amener rapidement, le plus rapidement possible, à la sécurité juridique, au-delà évidemment des questions de santé. On a fonctionné jusqu'à présent sur des questions de priorisation, donc on ne pouvait pas tout faire. Et donc, il y avait un grand décalage entre les moyens qu'on avait qui ne permettaient de couvrir qu'une partie des actions, les actions qui étaient priorisées et des actions qui n'étaient plus ou mal réalisées. Les médecins avaient peu de temps disponible pour aller en entreprise et ça pose des questions ensuite de rééquilibrage de charges de travail. On a pour ça développé des recrutements, donc les services de santé, ce qui se passe là, je suis en train de décrire, c'est valable pour la totalité des services en France. Tous les services de santé en France sont mis à recruter des infirmiers, recruter des assistants
en prévention, recruter des spécialistes, des toxicologues, des agents, enfin toutes les questions autour de la pluridisciplinarité. Tous ces recrutements ont conduit les services de santé au travail à revoir leur immobilier. C'est-à-dire qu'avant, quand on avait des locaux qui permettaient d'associer un médecin, une infirmière, il faut aujourd'hui pouvoir associer une équipe qui a augmenté en quantité. Donc le coût des services de santé au travail sont en évolution puisque les missions qui ont été dévolues au service de santé au travail sont en évolution. Donc ça, c'est une réalité. Après, les services de santé au travail, ils appartiennent aux entreprises. C'est-à-dire que c'est vous, à travers des gens que vous avez désignés, qui fixez les tarifs de cotisation. Voilà. Et les modalités de cotisation, aujourd'hui, pour AST Grand Lyon, la modalité, c'est moins de 50, plus de 50. Ça, c'est vraiment la modalité principale qui fixe le tarif. Il y a d'autres services qui ont d'autres règles du jeu, peut-être d'autres tranches, d'autres dispositifs et d'autres prix. Le tarif qu'on a aujourd'hui, c'est un tarif qui est moyen, qui est plutôt dans la moyenne des services français, même légèrement en dessous de la moyenne du coût des services médicaux en France. Donc l'objet pour nous, voilà, ça c'est la situation. Demain, vos représentants fixeront un nouveau tarif, sûrement des nouvelles modalités. Ce qui a été échangé au niveau du conseil d'administration, c'est de regarder les modalités au regard de ce nouveau texte pour les faire évoluer. Donc je ne peux pas vous dire aujourd'hui si ça va baisser, ça va baisser pour certains, pas pour tous. On voit bien que dans les suivis renforcés, il y a des choses qui sont très très fortes, très très lourdes. Donc toutes ces questions-là vont être abordées au cours de l'année et on vous informera et voilà, évidemment échanger avec vos représentants, faites remonter les éléments. Il y a aussi une assemblée générale sur laquelle vous êtes là pour vous exprimer. Donc voilà, tous ces éléments-là vont être pris en compte pour fixer les tarifs de l'année prochaine. Ce qui est important pour nous, c'est surtout de veiller à ce qu'il y ait un maximum d'adhérents qui puissent profiter de la totalité du service. Un élément aussi auquel vous devez être sensible, et c'est pour ça qu'on parle de visite médicale, et là on fait le lien avec le tarif, c'est parce que c'est comme ça que vous posez la question. Aujourd'hui, le lien n'est plus entre la visite, nos services ne concernent plus seulement la visite. Certains d'entre vous voudraient pouvoir acheter de la visite et gérer différemment les questions de prévention. La loi n'a pas prévu ça. Et donc on entend bien que ça ne répond pas pleinement à certaines demandes, mais aujourd'hui ce qu'on vend, c'est un service complètement global, avec notamment une dimension forte d'assurance. C'est-à-dire que si vous avez un salarié qui va pas bien, si on doit par exemple passer par la cellule maintien dans l'emploi, vous aurez du temps médical, vous aurez du temps d'ingénieur, vous aurez du temps d'ergonome, vous aurez énormément de gens qui vont travailler sur le dossier sans que ça coûte un centime de plus. On est vraiment dans des logiques d'assurance. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, s'il y a plusieurs visites à réaliser sur un même salarié, ça ne coûte pas plus cher. Donc le dispositif est vraiment un dispositif avec une grande part d'assurance. On est passé d'un dispositif quelque part à l'acte où je fais une visite, je paye à la visite il y a très très longtemps. Aujourd'hui, un dispositif qui est une forme d'assurance où on va gérer le dossier du salarié, où on va gérer à la fois le conseil, la gestion globale, on va aussi faire des visites en fonction de sa situation et ou des aléas de situation avec une vraie disparité. Il y aura des années où effectivement vous verrez pas d'action très marquée pour ce salarié-là et puis à d'autres moments il y aura des choses beaucoup plus denses et donc ça s'amortira sur des durées qui probablement dépasseront l'année en termes de suivi. Voilà, ça c'était un point important qu'on voulait évoquer avec vous. Voilà, alors concrètement ce qui va changer, je crois qu'on l'a beaucoup abordé tout au long de la journée. Je vais prendre encore une ou deux questions avant de terminer, de finaliser ce dispositif. Alors, on a des questions, c'est sur qui prend l'initiative de la visite. Normalement, c'est à nous, aujourd'hui, c'est vous qui nous signalez l'arrivée du salarié, et d'ailleurs, c'est nous qui revenons vers vous pour les périodiques. C'est la logique. Le portail adhérent est vraiment l'outil interface que vous avez pour régler toutes ces questions-là, et puis vos interlocuteurs, la secrétaire notamment, avec lesquels vous échangez régulièrement, les gens qui passent en entreprise, de manière à pouvoir vraiment travailler sur le sujet. L'élément essentiel dont on se souvient, la loi n'est pas rétroactive. Donc, quand vous avez, je reviens sur l'exemple que je vous ai donné, votre salarié qui a passé sa visite en novembre ne rentre pas dans le dispositif El Khomri avant la périodicité qui était prévue. Donc, s'il devait revoir quelqu'un dans 2 ans, c'est seulement dans 2 ans qu'il va rentrer dans le dispositif, il n'y a pas une rétroactivité, et c'est à ce moment-là seulement que s'il relève d'un suivi classique, il rentrera dans une autre périodicité, ça peut être un maximum de 5 ans, un maximum de 3 ans, ça peut être une périodicité qui sera de façon fixée par le médecin du travail, mais c'est seulement à ce moment-là, sauf s'il y a un événement particulier. Donc ce qui va changer, il y a ça. Donc si vous êtes amené à faire des prévisions, de la planification de visite,
pour l'instant, vous êtes toujours sur le timing précédent. Ça, c'est un élément important. Voilà, pour finir, parce il y a encore pas mal de questions, mais on arrive au bout du temps que nous étions impartis. C'est vous rappeler aussi les supports d'AST Grand Lyon pour vous aider à faire face à toutes ces questions. Alors, le point important, c'est les matinales. Donc, vous savez que très régulièrement, vous recevez la lettre adhérent, vous avez un agenda qui décrit les différentes matinales. Il y a des sujets, il y a des thématiques sur lesquelles, pour vous, chef d'entreprise, responsable, vous pouvez échanger, discuter et faire évoluer votre pratique, vous informer autour d'une thématique particulière. Je pense par exemple au risque routier, très sous-estimé, première cause de mortalité en entreprise, qu'est-ce que je peux faire, est-ce que je peux vraiment y faire quelque chose? Voilà, venez, on vous montrera, on pourra échanger, vous donner des éléments d'appui et vous pourrez échanger avec d'autres professionnels, d'autres chefs d'entreprise qui sont confrontés exactement à la même situation que vous. Ça fait partie des éléments importants que vous nous remontez dans ces données. Les ateliers de prévention, là on est plutôt vers vos salariés, ça peut être des gens dans vos équipes, ça peut être des référents, si vous avez une grosse entreprise avec beaucoup de postes sur écran par exemple, on a un atelier de prévention autour du poste de travail sur écran, comment on se positionne, comment choisir un siège, comment j'organise un lieu d'accueil. On a pas mal d'ateliers de prévention pratiques à destination de vos salariés de manière à ce qu'ils vivent mieux leur travail dans ces situations-là. Vous avez du e-learning, donc c'est des modules en libre service, évidemment ils sont compris dans la cotisation, rien de payé en plus, et qui vous permet de faire de la formation, de la sensibilisation sur des risques particuliers. C'est présent sur notre site internet, connectez-vous sur le site, allez là-dessus, profitez-en, et ça peut être un moyen pour vous d'avancer, de mettre en place des actions assez concrètes très rapidement pour l'ensemble de vos salariés sur des risques particulier, en tout cas précis. Et tout ça, ça passe par notre site internet qui est en permanence d'actualité. Restez bien connectés sur le site internet, sur le fil Twitter, parce que l'actualité change. On attend les arrêtés, on attend des décrets, il y aura des nouveautés. On a conscience qu'on n'a pas répondu à des questions spécifiques. Il y avait quelques questions, notamment de l'intérim, qui étaient très ciblées. On y répondra spécifiquement. Il y a probablement un groupe de travail qui sera fait sur l'intérim pour bien répondre à certaines questions. Il y a des questions aujourd'hui qui relèvent de nouveau de l'arrêté ou de la circulaire qui n'est pas sortie. Donc on va revenir avec vous pour être précis. On répondra en tout cas par mail aux questions qu'on a reçues autour de l'intérim pour pouvoir y répondre et on aura un contact direct. Mais là, voilà, c'était des questions qui étaient trop précises sur lesquelles on ne pouvait pas répondre en public. On va aussi mettre en place sur le site internet les questions les plus fréquemment posées et les réponses aux questions les plus fréquemment posées. Et on actualisera au fur et à mesure de nos connaissances et de notre expérience le contenu de ces dispositifs. Voilà, donc restez vraiment connectés. Vous allez recevoir donc le document PowerPoint de cette présentation, un questionnaire et le document de synthèse avec les différents éléments que nous avons pu aborder aujourd'hui. Voilà. Je vous remercie beaucoup de votre patience. Bon courage. Au revoir. À bientôt.